Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, ça me fait grave plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Là c'est bon, je suis à bloc, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis en traitement, donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, mais je sais pas, là je me sens en pleine forme. Pour information, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. En fait, j'ai changé de carte SD et j'ai fini de tourner la vidéo, ça m'a pris 3 heures. À la fin, je les mets sur mon ordi, je vois en fait, les fichiers étaient corrompus, il y avait rien qu'on pouvait en tirer. Comment j'avais tellement le seum, j'étais en PLS, hein, je vous dis la vérité. J'ai même une petite larme qui est montée parce que j'étais là, je me suis dit oh non, je vais devoir retourner encore une fois. En plus, au niveau du timing, c'était trop stylé, il n'y avait pas de bruit dans mon immeuble. Bref, l'affaire que je vous propose aujourd'hui a fait couler énormément d'encre en Espagne, au point qu'on en parle encore aujourd'hui. Et je vous avoue qu'elle est très triste, cette histoire. Je vais pas vous spoiler, hein. Par contre, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. En Córdoba, la policía trata de localizar a 2 niños desaparecidos desde el sábado por la tarde. Son 2 hermanos de 2 y de 6 años. La última vez que se les vio estaban en el Parque Cruz Conde con su padre, quien presentó la denuncia. La policía ha rastreado por completo la zona sin resultado. Los pequeños vivían en Huelva con su madre, pero estaban pasando el fin de semana en Córdoba con el padre. Los progenitores están en trámites de separación. La madre ha prestado declaración ante la policía que no descarta ninguna hipótesis. Les faits se déroulent en 2011 en Andalousie, plus précisément à Cordoue, capitale de la province du même nom. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter nos protagonistes. Rus Ortiz est marié depuis 9 ans à José Bretón Gómez. Les deux quarantenaires se sont rencontrés en 1998 alors que Rus était étudiante à l'université vétérinaire de Cordoue. D'après les témoignages, il semblerait que ce soit José qui ait eu un coup de foudre pour Rus puisqu'il l'a trouvée extrêmement gentille et assez douce. Ensemble, ils ont eu 2 enfants à qui ils ont donné leur propre prénom, Rus, âgé de 6 ans, et José, âgé de 2 ans. La famille Bretón a tout d'abord vécu à Cordoue. Donc c'est la ville dans laquelle ils se sont rencontrés et c'est également la ville dans laquelle a grandi José. Et en 2007, ils déménagent à Huelva, une ville qui se situe également en Andalousie. Le petit détail qu'il est important de préciser, c'est que au départ, quand ils se sont mariés, José n'était pas très chaud pour avoir des enfants et finalement il s'est laissé convaincre par Rus tout en lui expliquant que ce sera à elle de s'en occuper. Vu de l'extérieur, la famille Bretón est une famille plutôt classique, mais avec ses particularités. À savoir que Rus est vétérinaire, tandis que José ne travaille plus depuis 2006. La raison serait la crise économique en Espagne, qui a été dure pour beaucoup d'Espagnols. Donc ce qu'ils ont convenu avec Rus, c'est que c'est elle qui subvient aux besoins du foyer, tandis que lui s'occupe de la maison et des enfants. José a été militaire quand il était plus jeune, il a même été détaché en Bosnie, mais disons que ça ne s'est pas très bien passé, puisqu'on va dire qu'il n'était pas apte pour le combat. C'est pourquoi il a été renvoyé en Espagne. Une fois sur place, il a tenté d'intégrer la police, donc il a voulu passer l'examen, mais il semblerait que sa taille et son endurance physique ont été un frein, du coup il n'a pas été reçu à l'examen. Il a ensuite exercé quelques boulots dits alimentaires, comme camionneur, livreur, jusqu'à sa période de chômage qui a débuté en 2006. Les proches du couple s'accordent à dire que ce sont de très bons parents, que d'un point de vue extérieur, ils ont l'air d'être une famille assez unie et que leurs enfants sont adorables et pleins de vie. Pourtant, en septembre 2011, Rus prend une décision irrévocable. Elle demande le divorce. José est dévasté par cette nouvelle. Ses enfants, sa femme, c'est toute sa vie, mais il n'a pas le choix que d'accepter les conditions de droit de visite que demande Rus, à savoir qu'il aura les enfants le week-end et son ex-conjointe les aura toute la semaine. Alors pourquoi il n'a pas le choix ? Tout simplement parce que dans ce type de situation, c'est généralement la femme qui obtient la garde des enfants et dans la mesure où c'est la seule qui peut subvenir à leurs besoins sur le plan financier, disons que ça facilite le fait que ce soit elle qui obtienne la garde. Quelques jours après la séparation, José retourne à Cordoue vivre chez ses parents, Antonia et Bartolomeo, là où vivent également son frère et sa sœur, Rafael et Catalina, tandis que Rus reste à Huelva avec ses 2 enfants, puisque c'est là qu'elle travaille. Et même s'il est très entouré par sa famille, José plonge rapidement dans la dépression. Cordoue, ça se situe à plus de 200 km de Huelva, donc il est très loin de ses enfants, il ne parvient pas ou il ne veut pas retrouver du travail, donc forcément, il passe son temps à penser à cette séparation puisqu'il n'a pas d'autre occupation. Et cette situation, qui devient pesante même pour sa propre famille, le pousse à consulter à plusieurs reprises un psychiatre qui lui prescrit des antidépresseurs. Rus, de son côté, vit également mal cette situation. Ils ont été mariés presque 10 ans, ils ont eu 2 magnifiques enfants,
Mais la vie fait que parfois il est préférable de vivre séparément quand on se déchire, surtout quand il y a des enfants au milieu. Le 7 octobre 2011, soit environ un mois après la demande de divorce de son épouse, José se rend à Huelva pour y récupérer ses 2 enfants afin de les amener à Cordoue pour son week-end de garde. Ce sera l'occasion pour eux de revoir leurs cousins, leur oncle, leur tante, leurs grands-parents. Ça va être un week-end chargé mais que les enfants attendent avec impatience. Le lendemain, soit le 8 octobre, il est prévu que José rejoigne son frère Rafael et ses neveux dans un parc pour enfants à Cordoue, la Ciudad de los Niños, qui signifie la ville des enfants. C'est un parc assez grand, c'est très fréquenté, convivial. José a choisi ce parc pour les retrouvailles entre ses enfants et leurs cousins, puisque c'est un endroit dont il raffole. Raphaël arrive au parc vers 18h. Il envoie un SMS à José, lui dit « écoute, on est arrivé, où est-ce que vous êtes ?» Là, José lui répond, lui dit « nous aussi, on vient tout juste d'arriver, on vous rejoint dans quelques minutes. » À 18h18 précisément, José téléphone à son frère Raphaël. Il semble complètement paniqué et il lui dit « Raphaël, j'ai perdu les enfants, j'ai perdu mes enfants, oh mon Dieu, je les ai perdus. » Raphaël le rassure, il lui dit « T'inquiète, on va les retrouver, t'inquiète ». Il raccroche, il appelle l'époux de sa sœur Catalina qui s'appelle également José et il lui dit « Écoute, là, faut que tu viennes tout de suite au parc, faut qu'on retrouve les enfants de José, il les a perdus. » Les 3 hommes ratissent le parc, ils fouillent les recoins, aucune trace de Rousse et José. À 18h40, José appelle la police, il est en sanglots, il est complètement paniqué et il leur dit, donc là encore si je peux vous passer l'extrait, c'est maintenant. Emergencia 112 Andalucía, dígame. Mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el Sí. padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver. Là, le téléopérateur lui demande des détails, le nom des enfants, la façon dont ils étaient habillés, leur âge, tandis qu'une patrouille de police se rend au parc pour enfants et commence les recherches. Après plusieurs heures, toujours aucune trace de Rousse et José. Vers 21h, et compte tenu de la gravité de la situation, l'un des policiers contacte enfin Rousse afin de lui expliquer ce qu'il se passe. Et ce qui est assez troublant, c'est que la première chose qu'elle lui dit, c'est « Il leur a fait quelque chose, je ne les reverrai plus jamais ». C'est très alarmant comme propos, mais faut pas oublier que la police est quand même souvent confrontée à des réactions alarmistes, et eux, leur but, c'est d'avoir tous les éléments en main avant de tirer des conclusions. Les enquêteurs convoquent tour à tour les membres de la famille de José et de Rousse, puisque, comme vous le savez très certainement, en cas de disparition de mineurs, les recherches se font d'abord dans le cercle familial. Là, on leur parle du divorce en cours de Rousse et José, mais ça, ils le savent déjà. Par contre, ce qu'ils apprennent, c'est que la séparation est très conflictuelle. Même si la famille Breton donnait l'impression d'un foyer plutôt tranquille jusque-là, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il se passe entre les 4 murs d'une maison. Une famille peut donner l'impression d'être unie et heureuse alors qu'elle est sur le point d'exploser. Et ici, clairement, c'était le cas. José est décrit comme un homme autoritaire et maniaque qui infligeait des sévices psychologiques et verbaux à son épouse et à leurs enfants jusqu'à la séparation. Il leur imposait une conduite et une tenue irréprochables, se montrant parfois tyrannique si l'un des enfants faisait tomber une fourchette par exemple, ou faisait du bruit en mangeant. En fait, José, c'est un homme qui ne supporte pas qu'on mange à proximité de lui, puisqu'il n'aime pas les bruits de bouche. Donc parfois, il pouvait se montrer très violent verbalement si l'un de ses enfants faisait du bruit en mangeant. Et dans la mesure où c'était Rousse qui travaillait et José qui restait toute la journée à la maison, l'ambiance était assez particulière le soir quand elle rentrait, à savoir qu'il la suspectait et qu'il l'accusait de s'encanailler à l'extérieur ou d'avoir tout un tas de liaisons si elle rentrait avec un peu de retard. Bien évidemment, la plupart de ces abus se faisaient une fois que la porte était fermée. Le cousin de Rousse déclare même que lorsqu'elle a demandé le divorce, José lui a dit que si elle allait jusqu'au bout de cette démarche, elle ne reverrait plus jamais ses enfants. Les investigateurs prennent très au sérieux ces déclarations, c'est pourquoi le domicile des parents de José Breton est perquisitionné. Et là, ils apprennent que la famille Breton a une résidence secondaire qui se situe à une dizaine de minutes en voiture du parc pour enfants. C'est une ferme qui s'appelle Las Quemadillas. Le 10 octobre, ils demandent à José de les y accompagner afin de perquisitionner la ferme. Donc là, ils arrivent. Ils rentrent dans la maison, ils ne constatent rien de particulier, les enfants ne se trouvent pas à l'intérieur, il n'y a pas de sang, pas de scène de violence. À l'extérieur de la maison, on a donc un grand terrain, qui est une sorte de verger pour des plantations d'orangers. Donc là, ils demandent à José de leur montrer un peu le terrain. Ce qu'ils remarquent, c'est qu'il est extrêmement froid, il ne laisse rien transparaître comme émotion,
ni inquiétude, ni tristesse, ni angoisse, walou. Donc là, ils font le tour du terrain, et une fois qu'ils arrivent à l'extrémité de la parcelle, José s'adresse à eux et leur dit « Écoutez, le jour de la disparition des enfants, j'ai fait un feu dans le verger pour me débarrasser d'objets appartenant à Rousse. Voilà, parce que j'avais envie de les brûler, vu qu'on s'était séparés, je voulais m'en débarrasser. » Là, il leur montre les restes d'un feu, et à proximité, les policiers remarquent une sorte de haute table métallique sous laquelle se trouve une grosse forme ronde laissée par le feu. L'un des policiers s'approche de la table, il regarde en dessous, et il se tourne vers José et lui dit on va pas retrouver les restes de vos enfants dans les cendres, José. Alors cette remarque lui sera vivement reprochée par la suite, puisque dans la mesure où là il y a une investigation qui est en cours, il n'aurait pas dû faire comprendre à José qu'il le suspectait de quelque chose. En général, dans les investigations, on évite de dire à une personne qu'on la suspecte pour ne pas altérer l'enquête. Dans le même temps, Rousse s'est rendue à Cordoue afin de suivre l'avancement des investigations. Elle a été questionnée et même si elle pense fortement que José est impliqué dans la disparition de ses enfants, elle reste quand même prudente et préfère ne pas l'accuser du pire, puisqu'à ce moment-là, elle-même ne pense pas au pire. Et tandis que les recherches battent leur plein dans toute la région, que ce soit par la police ou par des bénévoles, José est une nouvelle fois convoqué afin d'être interrogé sur les événements précis du 8 octobre. D'après lui, voilà ce qu'il se serait passé. Le matin du 8, il s'est rendu avec ses 2 enfants chez sa sœur Catalina pour y manger avec ses neveux. À ce moment-là, Catalina et son époux faisaient des courses à l'extérieur. À leur retour à 13h30, il a demandé à son beau-frère s'il pouvait le déposer, lui et ses enfants, chez ses parents, qui ne vivent pas dans la ferme Las Quemadillas, mais dans une localité proche. Il lui a expliqué qu'il y avait laissé sa voiture, donc il souhaite qu'il le dépose là-bas pour récupérer sa voiture, mais surtout pour passer l'après-midi avec ses parents et ses enfants, puisque ça fait un petit moment qu'ils ne se sont pas vus. Après quoi, il a prévu de rejoindre son frère au parc pour enfants. Donc son beau-frère les dépose devant chez Antonia et Bartolomeo à 13h45 et il repart. José affirme qu'ils ont passé toute l'après-midi chez ses parents jusqu'à 17h45 et ensuite ils sont partis pour le parc. Les policiers notent qu'il est très précis dans son récit, il donne énormément de détails et surtout il est convaincu du déroulé des événements. Catalina et son époux sont interrogés et ils confirment qu'effectivement José et ses enfants ont mangé chez eux entre midi et 2. Cela dit, Catalina ajoute un détail qui peut avoir son importance. Elle explique aux enquêteurs que elle se trouvait à l'extérieur avec son époux pour faire des courses, tandis que José était chez elle, avec les enfants. Il l'a appelée entre midi et 2 et il l'a embrouillée au téléphone parce qu'elle mettait un peu plus de temps que d'habitude. Et ça l'a étonné parce que il avait l'air d'être pressé, alors qu'en soi, il n'y avait rien de pressant en fait. Donc quand ils sont rentrés, elle et son époux, la José a dit à son beau-frère « Écoute, faut vite que tu me déposes chez mes parents. » Bon, José était pressé, ok. Les enquêteurs interrogent ensuite ses parents, Antonia et Bartolomeo, et là, on est à l'opposé de ces déclarations, ça ne colle pas du tout. Antonia raconte que son fils est effectivement venu vers 13h45, mais qu'ils ne sont restés qu'une dizaine de minutes, le temps que les enfants saluent leurs grands-parents. Après quoi, José a expliqué qu'ils devaient manger avec des amis et ils sont repartis. Donc là, on peut légitimement se poser 2 questions. La première, c'est pourquoi José a-t-il menti ? Là, on parle quand même d'événements qui sont survenus quelques jours auparavant. Il se souvenait qu'il n'avait pas passé l'après-midi chez ses parents. Et la deuxième question, c'est ce trou de 4 heures entre 13h45 et 17h45. Mais que s'est-il passé durant ce laps de temps ? Là, on ne parle pas de 10 minutes, 15 minutes, on parle de 4 heures. Et les enquêteurs découvrent qu'il n'est même pas possible de géolocaliser l'endroit où se trouvait José, puisque son téléphone portable a été éteint à 14 heures. À partir de là, et même s'il n'est pas mis en examen ou incarcéré, José Breton devient le suspect principal dans la disparition de ses 2 enfants. Ses faits et gestes sont surveillés 24 heures sur 24 et les téléphones sont mis sur écoute au cas où certaines conversations intrafamiliales pourraient se montrer intéressantes. Et le 12 octobre, les enquêteurs mettent la main sur quelque chose qui fait basculer l'enquête. À savoir qu'ils reçoivent les enregistrements des caméras de surveillance du parc pour enfants. Ce qu'ils y découvrent, c'est qu'on ne voit Rousse et José nulle part et à aucun moment. Et dans l'enregistrement qui filme la voiture de José arrivée à 17h45, là encore, aucune trace des enfants à l'arrière de la voiture. Clairement, là on se dit que les enfants n'ont jamais mis les pieds dans le parc. Et à l'heure approximative de leur disparition, on peut distinguer José en train de courir sur de très courtes distances, puis rebrousser chemin, comme s'il feignait
d'une certaine façon de rechercher ses enfants. Au vu de ces preuves et de toutes les incohérences de son récit, José Bretón est placé en détention le 18 octobre. La ferme de ses parents à Las Quemadillas est une nouvelle fois perquisitionnée en sa présence. Les voisins directs de cette ferme ont affirmé que le jour de la disparition des enfants, ils ont été incommodés par une fumée dense et ils ont expliqué que y avait une odeur de brûlé qui provenait de la ferme, mais une odeur qui était extrêmement désagréable et bien loin de ce qu'aurait pu provoquer des photos ou des vêtements. Donc clairement, là, le scénario qui se dessine, c'est que les enfants ont probablement été brûlés dans ce terrain. En plus de la police, Josefina Lamas, qui est anthropologue, est envoyée sur place afin d'examiner les restes du feu. Tout d'abord, elle souligne qu'une sorte de four crématoire a été construit à cet endroit. Souvenez-vous, il y avait une table métallique haute, juste au-dessus du rond, qui était donc les restes du feu. Il aurait placé la table métallique par-dessus afin que ça augmente la température du feu à 1200 degrés Celsius. Le but étant bien évidemment de faciliter et d'accélérer la destruction de ce qu'il a jeté dans le feu. Dans les cendres, Josefina découvre des petits éclats d'ossements très fragiles. Ils sont extrêmement endommagés à cause du feu et en les analysant, elle conclut que ce sont des ossements de petits rongeurs ou de petits carnivores, mais en aucun cas des ossements d'enfants. Autant vous dire qu'à ce moment-là, c'est un soulagement général. Les enquêteurs continuent d'inspecter le terrain, toujours sous l'œil inexpressif de José. Il est menotté et il leur lance quelques petites remarques par-ci par-là. Il leur dit « ça ne sert à rien de chercher par là, vous ne trouverez rien » ou « vous avez déjà cherché à cet endroit, il n'y a rien ». Il leur dit même « là vous êtes en train de perdre votre temps à fouiller le terrain alors que mes enfants sont quelque part avec Dieu seul le sait ». Et effectivement, les recherches au géoradar ne donnent absolument rien. Les enfants ne sont pas ici, ni dans les cendres, ni enterrés. Entre-temps, les enquêteurs ont vérifié les relevés téléphoniques de José. Comme je vous l'ai dit, il a éteint son téléphone portable à 14h, mais juste avant, il a appelé son ex-conjointe Ruth. Elle ne lui a jamais répondu. Donc à ce stade de l'enquête, même si on ne sait pas si les enfants sont toujours en vie, on sait, grâce aux vidéos de surveillance du parc, qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Il y a un trou de 4 heures durant lequel José a éteint son téléphone, ce qui peut laisser supposer qu'il s'est servi de ce laps de temps pour cacher ses enfants. C'est pourquoi le 21 octobre, il est mis en examen pour dénonciation de crimes imaginaires. Pour le moment, il est uniquement incarcéré pour son appel au centre d'appel d'urgence, puisque même si on ne sait pas où se trouvent les enfants, ce dont on est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais été enlevés dans ce parc. Et le 25 novembre, les enquêteurs mettent la main sur un nouvel enregistrement. Ça concerne des caméras de surveillance qui se situent dans le secteur de la ferme de ses parents Las Quemadillas. Le jour de la disparition, on y voit José jeter plusieurs sacs poubelles dans différents conteneurs peu avant son arrivée au parc. Et là encore, on ne voit les enfants nulle part. Comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas pu remonter la trace de ces sacs poubelles pour voir ce qu'ils contenaient, puisque plus d'1 mois s'est écoulé. À partir de la mi-décembre, soit plus de 2 mois après la disparition, Interpol coordonne des recherches un peu partout en Europe. Ruth et José ont donc leur signalement sur le site. Et depuis la prison, José continue de clamer son innocence. Il accuse la famille de son ex-épouse d'être à l'origine de l'enlèvement et il fait même une tentative de suicide. Et pour ses proches, ça ne peut signifier qu'une chose, il est innocent, il n'a fait aucun mal à ses enfants. Pourtant, quelques mois plus tard, en mai 2012, son propre cousin affirme que José lui a avoué le meurtre de ses enfants, tandis qu'il lui rendait visite en prison. Ce même cousin assure que José s'est ensuite rétracté. Ruth, de son côté, demande une nouvelle expertise des ossements qui ont été retrouvés dans les restes de feu chez les parents de José, et c'est l'un des anthropologues les plus cotés d'Espagne qui s'attelle à la tâche, Francisco Echevarría. Et quand il rend son rapport en août 2012, coup de théâtre. Francisco Echevarría est formel. Il ne s'agit pas d'ossements d'animaux. Il note dans son rapport « Les ossements qui me sont parvenus pour leur épaisseur, forme, bien que très endommagés, appartiennent bien à 2 enfants d'entre 2 et 6 ans. » Et il s'excuse même auprès de sa collègue Josefina Lamas. Il explique qu'il est très facile de confondre des ossements d'animaux avec des ossements d'enfants. Une 3e expertise est demandée par le juge et c'est l'anthropologue José María Bermúdez qui rédige son rapport. Et là encore, il conclut qu'il s'agit d'ossements d'enfants âgés entre 2 et 6 ans. Dans le doute, le juge demande une 4e expertise et là encore, les conclusions sont les suivantes. Il s'agit d'ossements d'enfants âgés entre 2 et 6 ans. Donc là, on en est sûr. Des ossements d'enfants ont été retrouvés dans les restes.
ipso facto, des enfants ont été incinérés à cet endroit. La première experte, Josefina Lamas, a bien évidemment été destituée de l'affaire et elle a eu par la suite des grandes problemas. Sur la question de l'ADN, de ce que j'en ai compris, il n'a pas été possible d'en recueillir pour le comparer. En tout cas, il a quand même fallu 9 longs mois pour qu'on sache vraiment ce qu'il en était des ossements retrouvés dans la ferme de Las Quemadillas, et ça aurait pu durer encore plus longtemps si Ruth Ortiz n'avait pas demandé une nouvelle expertise. 9 mois, c'est très long pour une mère qui s'interroge sur l'endroit où se trouvent ses enfants. José, quant à lui, campe sur ses positions. Il n'a pas tué ses enfants, il ne leur a fait aucun mal. D'ailleurs, il dépose même une demande de garde exclusive une fois qu'on les aura retrouvés vivants. Toujours est-il que le procès de José Bretón Gómez s'ouvre le 17 juin 2013 aux assises de Cordoue. Le jury est populaire, c'est pourquoi l'avocat de la défense leur demande explicitement de ne pas se laisser influencer par tout le battage médiatique autour de cette affaire. Il est vrai que quand une affaire est extrêmement médiatisée, le jugement est rendu même avant la tenue d'un procès. Ce qui signifie que quand on fait partie d'un jury, on peut effectivement se laisser influencer. C'est comme ça. L'être humain est influençable. C'est pas nouveau, hein, c'est comme ça. Donc là, il leur dit, voilà, s'il vous plaît. Donc les témoins à charge viennent déposer. On a les voisins de la ferme Las Quemadillas qui réitèrent ce qu'ils avaient déclaré aux enquêteurs, à savoir que le jour de la disparition, il y a eu une fumée assez dense avec une odeur extrêmement désagréable qu'ils n'arrivent pas à relier à du plastique brûlé ou à des vêtements brûlés. Il y a les employés d'une station-service qui déclarent que quelques semaines avant la disparition des enfants, José aurait acheté 271 litres d'essence. C'est énorme et c'est certainement pas avec les tarifs actuels. Il y a également un pharmacien qui assure qu'il a vendu sous ordonnance à José des antidépresseurs avec effet sédatif. Donc là, ça fait quand même beaucoup. D'après le ministère public, la dynamique serait la suivante. Plusieurs semaines avant le 8 octobre, José a commencé à monter son plan afin de tuer ses enfants, de faire disparaître leur corps, dans le but de punir son épouse. Il s'est procuré des antidépresseurs dans le but de s'en servir comme arme du crime. Il a minutieusement préparé son four crématoire avec plus de 200 kg de bois et les 271 litres d'essence, puisque son objectif, c'était de faire en sorte qu'il ne reste plus rien des corps. Le 8 octobre, il emmène ses enfants chez ses parents, donc là il reste une petite dizaine de minutes, ils repartent et c'est là qu'il leur fait ingérer les antidépresseurs en grand nombre afin que ça les tue. Après quoi, il dépose ses enfants sous la table métallique dans le verger, il les asperge d'essence, il met le feu et il va patienter plusieurs heures jusqu'à ce que les corps disparaissent. Il se rend ensuite au parc afin de se créer un alibi et invente cette histoire d'enlèvement. Donc tout aurait été calculé à la minute près, froidement, et c'est la raison pour laquelle il aurait embrouillé Catalina par téléphone, vous savez, sa sœur, le 8 octobre, puisqu'en arrivant un peu en retard, elle décalait son plan. Durant le procès, les psychiatres qui ont expertisé José expliquent que c'est une personne très anxieuse, qu'il est rigide, mais qu'il était et qu'il est capable de discernement, ce qui signifie qu'il n'aurait pas agi sous un coup de folie. C'est donc sans surprise que le 22 juillet 2013, José Bretón Gómez est reconnu coupable de meurtre sur mineur, avec pour facteur aggravant la parenté. Il est également reconnu coupable de fausses dénonciations d'enlèvement. Il est condamné à 40 ans d'incarcération, 20 ans pour chacun de ses enfants. En outre, la Cour le contraint à reverser 500 000 € de dommages et intérêts à Ruth Ortiz. La sentence est accueillie avec soulagement par Ruth, par son entourage, sa famille, mais également par les habitants de Cordoue, qui depuis le départ s'étaient mobilisés pour retrouver les enfants et qui avaient toujours soutenu la mère de famille. José, lui, continue de clamer son innocence. Il interjette même appel auprès de la Cour supérieure d'Andalousie, mais sa demande est rejetée en novembre 2013. Il dépose un second recours devant la Cour suprême cette fois-ci, et là encore, sa demande est rejetée en juillet 2014. Mais en 2015, son recours est accepté. Sa peine est réduite à 25 ans de prison, ce qui signifie qu'il gagne 15 années. Si on ajoute le jeu des remises de peine pour bonne conduite, il gagnera davantage. Alors là, vous vous demandez certainement pour quelle raison il a pu bénéficier d'une remise de peine aussi importante. C'est grâce ou à cause indirectement de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, je vais essayer de vous expliquer. Je vous avoue que ça a été tellement tendu pour que je comprenne cette histoire,
parce qu'il y avait trop de trucs, trop de termes juridiques, et à l'instant T, je suis même pas sûre d'avoir tout compris. J'espère que j'ai bien compris ce que je m'apprête à vous délivrer, parce que j'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Donc concentrez-vous, concentrez-vous. En gros, dans le code pénal espagnol, la peine maximale d'incarcération, c'est 30 ans. Il s'avère que l'Espagne applique le cumul des peines, comme aux États-Unis. Donc vous avez certains détenus qui sont condamnés à 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans. Les cas les plus courants pour ce type de condamnation, c'est les membres de l'ETA, les violeurs et les tueurs en série. Si on doit prendre un exemple concret, mettons que Diego a commis 10 meurtres. On le condamne à 30 ans par meurtre. Donc 10 fois 30, ça fait 300. Donc Diego est condamné à 300 ans de réclusion. Ok ? Là, je vous ai posé le préambule, maintenant on va rentrer dans le concret. On en vient à la doctrine Parot. Henri Parot, c'est un membre de l'ETA qui a été condamné en 1990 à 4800 ans de réclusion pour divers attentats. Il a commis environ 80 meurtres, incluant des enfants et des femmes. Il a demandé une révision de sa peine au début des années 2000 en partant sur un principe, on va dire, assez simple. À savoir que dans le code pénal espagnol, la durée maximale d'incarcération, c'est 30 ans. Donc en somme, il a fait une demande de révision de peine sur la base de ce 30 ans maximal et non pas sur les 4800 ans. Si on s'en tient au code pénal espagnol, c'est correct. En février 2006, le tribunal suprême d'Espagne statue. Alors ce qu'il a été décidé, c'est que pour toutes les personnes qui ont des cumuls de peines, les réductions de peine se feraient sur chaque peine indépendamment des autres. Ce qui veut dire que, si on prend l'exemple de Diego qui a commis 10 meurtres et qui a été condamné à 30 ans pour chaque meurtre, on dit, tu veux une réduction de peine, il n'y a pas de problème. Par contre, tu auras une réduction de peine pour chaque peine que tu as. Donc tu peux avoir une réduction de 2 ans sur les 30 ans pour le meurtre de X, une réduction de 2 ans sur les 30 ans pour le meurtre de Y, etc. Donc si on fait un rapide calcul, 2 ans par peine de 30 ans pour 10 meurtres, ça fait 20 ans. Ouais. Donc, 20 ans sur 300 ans, ça fait 280 ans. Au final, malgré sa demande de réduction de peine, Diego, donc notre personnage imaginaire Diego, en fait, il va jamais sortir de prison parce que c'est pas un X-Men. Il vit pas jusque 300, 400 ou 500 ans. Donc au final, cette réduction de 20 ans, ne lui apporte rien puisqu'il reste condamné à 280 ans. Donc, pour résumer, ce procédé de réduction de peine par peine s'appelle la doctrine Parot puisque c'est Henri Parot qui avait fait la demande sur la base d'une peine de 4800 ans à qui on avait dit « Ok, tu peux avoir ta réduction de peine, mais sur chaque peine indépendamment des autres. » Ok ? Bon, jusque-là, j'espère vraiment que vous avez compris, que vous me suivez, parce que je suis pas sûre moi-même, en fait, du message que je vous délivre, tellement j'ai galéré pour comprendre. Alors, si vous n'avez pas compris, moi, je vous conseille de revenir un petit peu en arrière, de réécouter, et si vraiment c'est pas assez clair, écoutez, c'est que l'erreur vient de moi et que j'ai pas su bien l'expliquer, auquel cas, vous pouvez passer cette partie, hein, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Maintenant, on en vient à la Cour européenne des droits de l'homme, ok ? Inés del Río Prada est un membre de l'ETA. Elle a été condamnée à plus de 3000 ans de prison en 1987. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué, cumul des peines. Donc si elle a pris plus de 3000 ans de prison, Inés, c'est qu'elle a au minimum commis une dizaine de meurtres. Elle avait effectué une demande de réduction de peine, mais la doctrine Parot définit qu'elle peut bénéficier de cette réduction de peine, mais sur chaque peine indépendamment des autres. Comme je vous l'ai dit, 1 an par-ci, 2 ans par-là sur une peine de 3000 ans, on n'est pas rendu. C'est pourquoi elle et ses avocats ont déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et elle a obtenu gain de cause en 2013. L'Espagne a été contrainte de la libérer et de lui reverser des dommages et intérêts puisque la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, a considéré qu'Inés del Río Prada aurait dû être libérée en 2008 si on prend en compte le jeu des remises de peine pour bonne conduite. Ce qui a motivé la décision de la CEDH, c'est que, d'une part, ils ont considéré que la doctrine Parot n'était pas rétroactive. À savoir que la doctrine Parot a été définie en 2006, mais Inés del Río Prada a été condamnée en 1987. Donc il n'y a pas de rétroactivité. Et le second point, et je pense le plus important, c'est que selon la Cour européenne des droits de l'homme, le cumul des peines est contraire au principe des droits de l'homme et du code pénal espagnol qui définit la limite maximale d'incarcération à 30 ans. D'après eux, si on applique le cumul des peines pour des peines aussi importantes, ça empêche toute possibilité de réinsertion dans la société civile, donc ça sape le moral des troupes.
Donc autant vous dire qu'après la libération d'Inés del Río Prada, de nombreux détenus ont demandé une révision de leur peine, ce qui à l'époque a provoqué un tollé en Espagne, puisque ça signifiait que des violeurs et des tueurs en série allaient pouvoir ressortir de prison et folâtrer dans les rues espagnoles. Et ils étaient pas chauds, quoi. Ils sont des dizaines de milliers à converger à Madrid autour d'une banderole mentionnant Justicia et ornée de 2 rubans noirs en signe de deuil. Contre une décision de justice perçue comme trop favorable aux prisonniers d'ETA, le groupe armé basque, ces manifestants ont répondu à l'appel de l'association des victimes du terrorisme, soutenue par le Parti populaire espagnol au pouvoir. J'étais une victime du terrorisme, témoigne cette femme, et la mort d'un membre de ma famille n'a servi à rien. Je suis là pour protester contre Zapatero et Rubalcaba, les plus grands traîtres de l'histoire d'Espagne. Allusion au ministre de l'Intérieur de l'ancien gouvernement socialiste et à son premier ministre d'alors, José Luis Zapatero. Mais réaction surtout à une décision de justice rendue lundi dernier à Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme a en effet rendu un arrêt qui a entraîné la remise en liberté d'Inés del Río Prada, une militante du groupe séparatiste condamnée à 3828 ans de prison pour 24 assassinats. Selon les juges, la prolongation de sa détention est illégale. Si ce jugement fait jurisprudence, des dizaines de détenus d'ETA pourraient être libérés. Donc là, pour en revenir à José Bretón, je suis arrivée au terme de l'explication concernant le pourquoi de cette remise de peine assez impressionnante. Aujourd'hui, il est toujours incarcéré. Il est détenu au centre pénitentiaire de Herrera de la Mancha à Manzanares, où il continue de clamer son innocence. Sa famille le soutient corps et âme et affirme qu'il n'aurait jamais pu faire le moindre mal à ses enfants. Ruth Ortiz déclare quant à elle avoir trouvé la paix intérieure après la condamnation de son ex-époux. Elle se rend régulièrement sur la tombe de ses enfants pour s'y recueillir. Elle est toujours vétérinaire à Huelva et elle a refait sa vie avec un homme qui l'accompagne chaque jour dans son deuil. Il reste toutefois une question que l'on ne peut s'empêcher de se poser. Pourquoi José Bretón a-t-il cherché à la joindre par téléphone ce 8 octobre 2011 ? Voulait-il la forcer à ce qu'ils se remettent ensemble en la menaçant de faire du mal à leurs enfants, ou cherchait-il tout simplement à l'attirer à Cordoue afin de la tuer elle aussi ? On ne le saura jamais. Bon, et bien voilà tout pour cette triste affaire. Je vous avoue qu'elle m'a fait mal au cœur parce que, en fait, elle m'a fait penser à d'autres affaires que j'ai pu faire sur ma chaîne, à savoir l'affaire Chep, l'affaire El Kadaoui et l'affaire Guy Turcotte. C'est des affaires qui se ressemblent énormément. Alors, je pense que José Bretón est coupable, puisque d'après moi, il y a beaucoup trop d'éléments qui vont dans ce sens. Maintenant, si certains le pensent innocent, vous avez le droit, et vous avez le droit de l'écrire, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour en revenir aux autres affaires, vous savez, quand j'avais fait l'affaire Guy Turcotte l'année dernière, ouais, c'était l'année dernière, je crois, il y avait eu des commentaires en dessous de ma vidéo qui disaient en gros ouais, mais c'est aussi de la faute de cette femme, elle n'avait qu'à pas tromper son mari, si elle ne l'avait pas trompé, il n'aurait pas tué ses enfants. Et je vous avoue que ça m'avait fait mal au cœur. Bon, j'ai pas supprimé les commentaires puisque je considère que chacun a le droit d'exprimer son opinion, mais ça m'avait fait mal parce qu'on justifiait le meurtre de 2 enfants par rapport au tort d'un adulte, et je vois pas le rapport en fait. Et puis, enfin, si on prend les autres affaires, à savoir El Kadaoui, Chep ou celle d'aujourd'hui, les épouses n'ont pas trompé leur ex-conjoint et pourtant il a tué leurs enfants. Donc je pense que le problème c'est plutôt la personnalité du bourreau et non pas la situation en elle-même. Aucune situation ne peut justifier qu'on tue des enfants, ses enfants. C'est tellement contre nature que j'arrive pas à comprendre en fait ceux qui peuvent trouver une justification ou une explication. Après, peut-être que c'est aussi une façon de se rassurer en se disant que ce type d'événement ne peut pas arriver par hasard. Genre, inconsciemment, on se rassure en se disant ça. Moi, je pense pas. Je pense qu'un homme qui tue ses enfants parce que sa femme l'a trompé, c'est un homme qui est capable de tout, que sa femme le trompe ou non. Et d'ailleurs, ça vaut également pour certaines femmes qui ont tué leurs enfants. Hein. C'est le même discours. Hein. Une femme qui tue ses enfants, c'est une femme qui est capable de tout. Parce que c'est trop contre nature pour faire un truc comme ça. Vraiment, ça me semble délirant. Et ouais, franchement, ça m'avait fait mal au cœur ces commentaires. Je me suis dit, mais franchement, c'est n'importe quoi. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez.
Mais je trouve que c'est n'importe quoi. Sinon, petite information, j'ai pas pu mener à bien le projet dont je vous avais parlé, à savoir l'interview avec Santina. On me l'avait proposé, je l'avais accepté, mais il y a eu des petits contretemps qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Je lui ai quand même envoyé toute la force, tout le courage, tous vos messages de soutien depuis la France. Et comme on dit, wait and see pour la suite des événements. Et sinon, écoutez, j'ai tout un tas d'affaires là en préparation. Je suis vraiment trop contente de pouvoir reprendre un peu les tournages. J'ai tout un tas d'affaires, dont une affaire suisse que j'ai trop hâte de vous présenter, et une affaire italienne également. Après, vous savez, l'Italie, c'est ma vie, quoi. Mais quand je vous dis que c'est ma vie, mais j'y vais peut-être 2 fois par an. Ouais, déjà minimum 1 fois par an je vais en Italie, mais généralement j'y vais 2-3 fois par an pour me ressourcer, parce que je sais pas, pour moi c'est trop le sang de la veine, comme ils disent aujourd'hui, c'est le sang de la veine. Donc il y a une histoire italienne là qui est en préparation, qui est trop intéressante et qui va ouvrir la porte à, je pense, beaucoup de débats. Je pense que c'est vraiment une histoire qui va vous faire réagir, et je dirais pas que c'est un peu comme l'affaire Mario Biondo, mais il y a des petits points de similitude, et j'ai trop hâte de vous la présenter. Donc je vais continuer de la peaufiner et de bien travailler dessus. Et puis sinon, écoutez, n'hésitez pas à mettre en barre des commentaires si vous connaissiez cette affaire, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, José Breton est coupable? Est-ce que pour vous, il est innocent? Peut-être que je mettrai un sondage en fin de vidéo pour avoir vos ressentis, parce que j'aimais bien l'idée des sondages. J'avais un peu abandonné les sondages, mais je pense que je vais reprendre. Et puis que... j'ai eu la peur de ma life. J'ai cru voir un truc près de ma porte que j'ai absolument pas envie de voir, et vous savez très bien de quoi je parle. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas regarder de ce côté. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.